C'est sans doute le plus grand scandale sexuel et criminel du XXIe siècle, l'affaire Jeffrey Epstein. Le milliardaire américain, retrouvé mort en prison en 2019, dans des circonstances troublantes, était au cœur d'un réseau mondial d'abus sexuels sur mineurs, mêlant mannequins, célébrités, chefs d'entreprise et même des chefs d'État. Pendant des décennies, Jeffrey Epstein a utilisé sa fortune, son charme et son influence pour attirer de très jeunes filles, souvent vulnérables, avant de les exploiter, parfois au vu et au su de personnalités parmi les plus puissantes de la planète. En revanche, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que Jeffrey Epstein n'était pas destiné à devenir l'un des hommes les plus influents et riches de New York. Rien, absolument rien dans son parcours ne le prédestinait à fréquenter les présidents américains, les princes européens ou encore les élites de Wall Street. Au départ, Jeffrey Epstein était juste un professeur de mathématiques, sans diplôme universitaire validé, et qui gagnait modestement sa vie dans un lycée privé. Une question se pose alors, comment ce professeur anonyme est-il devenu un milliardaire prédateur, incontournable dans les soirées les plus sélectes et suffisamment puissant pour intimider des dirigeants du monde entier? Autre question, comment ce professeur a accumulé une fortune colossale et d'où provenait-elle? Cette affaire déjà terrifiante vient en plus d'être relancée. Le 30 janvier 2026, le département de la justice américaine a publié une nouvelle masse de documents sur l'affaire. 3 millions de pages, 2000 vidéos et 180 000 photos. Un tsunami d'archives censé faire la lumière sur son réseau, mais qui au contraire continue d'entretenir la confusion et le fantasme. Dans cette vidéo, le revenu retrace l'ascension hors norme de Jeffrey Epstein, son arrivée fulgurante à Wall Street, ses montages financiers offshore, ses manipulations, ses escroqueries et surtout le rôle clé qu'il a joué dans l'un des plus vastes réseaux de trafic sexuel de mineurs jamais mis au jour. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un mélange explosif de mensonges, de manipulations, de montages financiers opaques et de relations compromettantes. Bref, ce que vous allez voir, c'est l'histoire vraie d'un homme qui a infiltré les cercles les plus fermés de la planète, qui a su acheter, séduire et intimider les plus puissants et qui a bâti sa fortune autant sur la finance de l'ombre que sur l'exploitation de jeunes filles mineures. Tout d'abord, revenons sur les débuts et les origines de Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein, de son prénom complet, est né le 20 janvier 1953 à Brooklyn, à New York, dans une famille juive de classe moyenne. Sa mère, Pauline Stolowski, travaillait comme aide scolaire puis comme secrétaire, tandis que son père, Seymour George Epstein, était quant à lui jardinier pour le département des parcs de la ville. La famille vivait à Seagate, une communauté résidentielle modeste de Brooklyn, très loin des cercles huppés qu'Epstein finira par fréquenter plus tard dans sa vie. À cette époque, ses voisins et anciens camarades décrivent la famille comme simple et très gentille. Et le jeune Jeffrey est d'ailleurs considéré comme un garçon intelligent, calme, discret, que ses amis surnomment Epi. Dès son enfance, Epstein se distingue par son talent pour les mathématiques et la musique. Il apprend le piano dès l'âge de 5 ans et devient un pianiste accompli. Sur le plan scolaire, il passe ses classes et termine ses études secondaires à 16 ans, ayant sauté 2 niveaux grâce à ses résultats brillants. Après le lycée, il poursuit ses études supérieures dans des institutions réputées de New York, notamment en mathématiques. Pourtant, malgré son potentiel académique, Epstein ne termine jamais de diplôme universitaire. Ce contexte est important pour comprendre l'écart frappant entre ses débuts modestes et son ascension ultérieure dans les cercles financiers et politiques les plus fermés des États-Unis. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer donc, il ne vient pas d'une dynastie de banquiers ou de magnats, mais bien d'un quartier ouvrier de Brooklyn, avec une enfance sans privilèges particuliers. Cette trajectoire, du prolétaire au prétendu conseiller des ultra-riches, est au centre du mystère qui entoure encore aujourd'hui l'homme derrière l'affaire Epstein. En 1976, un tournant décisif se produit. À 23 ans, malgré l'absence de diplôme universitaire, Jeffrey Epstein parvient à décrocher un poste d'enseignant en mathématiques et en physique dans une très prestigieuse école, la Dalton School, un lycée privé élitiste de Manhattan, connu pour accueillir les enfants de l'élite financière et culturelle de la ville. Par la suite,
suite, cette embauche a d'ailleurs souvent surpris. Dalton School, suivant normalement des standards académiques, l'établissement est dirigé par Donald Barr, un proviseur excentrique, intellectuel et ouvert aux profils atypiques. C'est cet environnement permissif qui permet à Jeffrey Epstein d'obtenir un poste qu'il n'aurait sur le papier jamais dû obtenir. C'est dans les couloirs de cette école que sa vie bascule véritablement. Jeune professeur charismatique, Epstein impressionne certains parents d'élèves très influents. Parmi eux, des banquiers, des traders et des cadres supérieurs de Wall Street. Et un beau jour, lors d'une visite dans une galerie d'art, scène racontée par plusieurs anciens élèves, il engage la conversation avec un père d'élèves fasciné par son aplomb et ses talents mathématiques. Cet homme n'est autre que Alan Greenberg, le président de la banque d'investissement Bear Stearns, l'un des piliers de Wall Street. Très vite, Greenberg est séduit. Epstein parle le chiffre avec aisance, dégage une assurance inhabituelle et semble comprendre intuitivement les mécanismes financiers complexes. Greenberg lui propose alors quelque chose d'insensé pour un jeune professeur sans diplôme, venir tenter sa chance dans la finance. Quelques semaines plus tard, Epstein quitte l'enseignement et pousse les portes de la banque américaine. Pour lui, tout s'accélère alors. Contrairement à la culture académique stricte des banques traditionnelles, celle-ci cultive une philosophie atypique. Peu importe votre CV, seul compte votre capacité à faire gagner de l'argent. Cette mentalité correspond parfaitement à Epstein. Très rapidement, il se fait remarquer pour son habileté à manipuler les chiffres, mais aussi, et c'est important pour comprendre la suite, pour ses talents de persuasion. Epstein est brillant, mais surtout, il sait se vendre. Et dans cette banque, c'est un atout redoutable. C'est ici d'ailleurs que commence réellement sa double carrière, avec d'un côté le génie autoproclamé de la finance, de l'autre un homme manipulateur prêt à tout pour se rapprocher des puissants. Dans la banque Bear Stearns, Epstein gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Il se spécialise dans des opérations financières complexes, parfois borderline, flirtant avec la légalité. C'est également là qu'il commence à tisser un réseau de relations parmi les très riches. Investisseurs, héritiers, patrons, célébrités et même personnalités politiques. Cette ascension est d'autant plus spectaculaire qu'elle repose déjà sur des mensonges et des zones d'ombre. En effet, Epstein embellit son CV, prétend avoir obtenu des diplômes qu'il n'a jamais eus, exagère ses succès passés et personne ne vérifie vraiment. Tout le monde est trop occupé à profiter de ses résultats ou de son charme. Ace Greenberg ne tarde pas à avoir en Epstein ce qu'il appelle un PhD, c'est-à-dire un homme pauvre, intelligent et prêt à tout pour grimper et devenir riche. Bref, un profil rare et malléable. Epstein coche toutes les cases. Malgré ses mensonges sur ses études, malgré l'absence de diplôme, Greenberg l'embauche. Non seulement il lui ouvre les portes de la banque, mais il en fait rapidement son protégé. Epstein séduit, fascine et impressionne. Il va même jusqu'à charmer la fille de Greenberg, renforçant encore sa position au sein de la banque. Dès ses premières semaines, un trait domine, sa capacité à manipuler. Epstein comprend instinctivement ce que les gens veulent entendre, comment leur plaire et surtout comment les utiliser. Bref, ce n'est pas un as des marchés financiers, mais un as des relations humaines, et dans leur version la plus toxique. Surtout, Epstein excelle dans un autre domaine, contourner les règles. Au sein de cette banque, il abuse des comptes de dépenses, utilise ses relations pour obtenir des informations privilégiées qu'il transmet même à sa petite amie de l'époque pour qu'elle puisse en profiter en bourse. Surtout, il développe un talent pour les petites escroqueries à forte rentabilité. L'un des épisodes les plus révélateurs a lieu en 1982. Epstein approche Michael Stroll, un important dirigeant de l'industrie du jeu vidéo, et il lui vend une histoire alléchante, un investissement dans le pétrole, sûr, discret et lucratif. Stroll mord à l'hameçon et lui confie 450 000 $. Mais en réalité, l'argent disparaît car le projet pétrolier n'a jamais existé. Pourtant, Epstein ne sera ni poursuivi ni inquiété. Il règle l'affaire en privé, convainc Stroll de ne pas faire de vagues. C'est alors un signal clair pour lui, il peut escroquer les riches et s'en sortir sans trop de problèmes. Ce coup marque un tournant. Epstein comprend que son véritable pouvoir n'est pas dans les marchés, mais dans la manipulation de fortunes privées, la séduction et l'emprise psychologique. C'est cette méthode, convaincre des hommes très riches qu'ils possèdent des talents uniques, qui deviendra sa marque de fabrique. Parallèlement, Epstein s'infiltre dans les cercles sociaux de l'élite new-yorkaise. Il participe aux fêtes privées, joue du piano dans les appartements luxueux, charme les héritières, les artistes et les financiers. À cette époque encore, Jeffrey Epstein n'a pas beaucoup d'argent, mais il apprend à paraître riche, à agir comme un homme influent alors qu'il ne l'est pas encore. Peu à peu, il devient un habitué, une présence familière, l'homme mystérieux qui connaît tout le monde,
qui donne des conseils, qui prétend avoir accès à des opportunités uniques. Il construit méthodiquement un réseau qui va, dans les années suivantes, devenir le cœur de sa puissance. Et ce n'est que le début. Son départ de la banque Bear Stearns, puis sa rencontre avec le milliardaire Les Wexner feront passer Epstein d'opportuniste habile à un prédateur financier et sexuel doté d'un pouvoir presque illimité. En effet, le moment décisif dans l'ascension d'Epstein survient lorsqu'il rencontre Les Wexner, le fondateur de Victoria's Secret et patron du groupe The Limited. Wexner est alors l'un des hommes les plus riches d'Amérique, un milliardaire discret, peu habitué à laisser entrer quiconque dans son cercle intime. Pourtant, lorsqu'un ami commun lui présente Jeffrey Epstein, quelque chose se passe. Le charme, la confiance, ou peut-être la manipulation là encore, mais Wexner tombe sous l'influence du financier autodidacte. Très rapidement, Epstein devient bien plus qu'un simple conseiller financier. Il obtient de l'homme d'affaires une procuration légale lui permettant d'agir à son nom, de gérer son patrimoine et même de signer des transactions en son nom. Bref, c'est un pouvoir colossal et un signe d'une dépendance inquiétante. Grâce à cette position, Epstein s'enrichit à un niveau inédit. Il prélève des commissions gigantesques, s'offre des propriétés luxueuses, dont un manoir acheté grâce à Wexner. Rolls-Royce, jet privé, domestique, Epstein façonne son image de milliardaire sans que personne ne sache réellement d'où vient son argent. Son talent n'est pas financier. Il consiste à créer de la dépendance, à persuader des hommes puissants qu'ils ont besoin de lui, que lui seul peut protéger ou faire fructifier leur fortune. Une fois adoubé par Wexner, Epstein change de dimension. Il devient plus que jamais un habitué des soirées d'élite, des galas philanthropiques et des dîners mondains. Il multiplie les rencontres avec les politiciens, les scientifiques, les artistes, les héritiers et les PDG. Pour lui, chaque nouvelle relation est une opportunité. Cette crédibilité sociale lui permet d'ouvrir son réseau et d'attirer non seulement des investisseurs et des partenaires, mais aussi des victimes. Son pouvoir, son argent et sa proximité avec les célébrités deviennent une façade parfaite pour masquer ses crimes. Toujours dans les années 80, Epstein perfectionne son empire financier. Il combine les petites arnaques de ses débuts, des années précédentes, et des opérations financières bien plus sophistiquées. Il réalise en effet des opérations douteuses sur des sociétés comme Penwalt. Dans ce cas, il manipule les cours en prétendant connaître des informations stratégiques, puis revend à des investisseurs crédules, récoltant des profits massifs. À cela, il enchaîne des montages financiers offshore dans les îles Caïmans, de l'optimisation fiscale agressive pour des familles ultra riches qui l'accompagnent, des conseils opaques facturés à prix d'or et bien entendu l'argent de Wexner, transféré via des circuits impossibles à tracer. Résultat, en quelques années, la fortune d'Epstein grimpe en flèche. On estime alors qu'il contrôle plus de 100 millions de dollars à cette époque, peut-être beaucoup plus, personne ne connaissant réellement l'étendue de son empire dans ces années-là. Et avec tout cet argent, Epstein se fait plaisir. Il achète plusieurs manoirs aux États-Unis, un ranch géant au Nouveau-Mexique, une propriété gigantesque en Floride et surtout une île privée dans les Caraïbes, baptisée Little St. James. C'est d'ailleurs cette île qui deviendra plus tard le symbole absolu de son empire criminel. Et Epstein ne se contente pas d'amasser et de dépenser de l'argent. Il cherche le pouvoir et la reconnaissance. Toujours à cette époque, il devient un donateur politique influent, offrant des contributions substantielles à des démocrates comme Bill Clinton, futur président des États-Unis, qu'il rencontrera à plusieurs reprises, mais aussi à des républicains afin de tisser un réseau bipartisan. Epstein fréquente également de grandes familles américaines comme les Rockefeller, les Johnson et d'autres dynasties, cultivant soigneusement son image de conseiller incontournable. Il crée même une fondation philanthropique officiellement dédiée à l'éducation et à la recherche scientifique qui lui permet de décrocher des positions honorifiques et un accès privilégié à des institutions prestigieuses comme Harvard. Bref, Epstein se montre habile. Il mélange charisme, élégance, générosité apparente et intimidation subtile pour créer une aura de respectabilité et d'influence qui lui servira toute sa vie. Mais l'argent, très vite, ne suffit plus. Epstein transforme son réseau social en un outil stratégique, où chaque contact peut être exploité pour gagner en influence et intimider ceux qui pourraient le contredire. Au début des années 90, une rencontre change tout et la face sombre d'Epstein se révèle plus que jamais. Il rencontre Ghislaine Maxwell, la fille du puissant magnat britannique Robert Maxwell. Contrairement à lui, elle a grandi dans l'élite et connaît tout le monde. Aristocrate, milliardaire, artiste et responsable politique. Ghislaine devient immédiatement centrale dans la vie d'Epstein.
Confidente, complice, partenaire sentimentale et même logisticienne. En effet, c'est elle qui lui fournit un accès direct aux hautes sphères, mais aussi un outil de recrutement monstrueux. Selon de nombreux témoignages, Maxwell démarche de jeunes filles, les rassure, les présente à Epstein comme un homme influent capable de transformer leur vie. Très vite, l'organisation devient une machine bien huilée. Repérage de jeunes filles vulnérables, rémunération pour attirer leurs amis, pression psychologique, récompenses financières et surtout exploitation systématique. Pour Epstein, les relations sociales sont une monnaie et les femmes, qu'elles soient victimes ou complices, deviennent les rouages essentiels de son système. Toujours avec l'aide de Ghislaine Maxwell, au début des années 90, il commence à abuser sexuellement de jeunes femmes et adolescentes, souvent recrutées dans des contextes sociaux ou professionnels liés à ses activités financières. Les propriétés qu'il a acquises, qui sont isolées, comme son manoir de Manhattan, sa résidence en Floride et surtout l'île de Little St. James dans les Caraïbes, deviennent des lieux où il peut agir loin des regards. Les enquêtes montrent que son succès social et financier a été étroitement lié à ses crimes. Ses relations avec des politiciens, des célébrités et des milliardaires lui ont permis de rester impuni pendant des décennies. Epstein utilise la peur, le chantage et la manipulation pour protéger son réseau et continuer à recruter de nouvelles victimes. Pour Epstein, chaque contact social devient un levier pour enrichir sa fortune et consolider son pouvoir, souvent au prix de vies détruites. Mais derrière l'ascension fulgurante d'Epstein, les premières fissures apparaissent très tôt. Dès 1996, l'artiste Maria Farmer l'accuse, avec Ghislaine Maxwell, d'agression sexuelle. En 1997, une seconde plainte suit à Los Angeles. Et en 2001, Jeffrey Epstein est carrément banni du club de Donald Trump, soupçonné d'avoir ciblé une mineure. Mais c'est en 2005 que l'affaire explose. La police américaine découvre tout un système d'exploitation sexuelle impliquant de nombreuses adolescentes. Photos, témoignages, recrutement de jeunes filles par d'autres jeunes filles, les preuves sont accablantes et l'enquête ne fait que commencer. Pourtant, très vite accusé, Epstein va obtenir en 2008 un accord secret illégalement négocié. Il évite ainsi un procès fédéral, plaide coupable et ne passe que 13 mois en détention, avec une autorisation de sortie 6 jours sur 7. Mais au fur et à mesure des années, les accusations continuent de remonter. En 2015, une autre femme l'accuse publiquement de l'avoir réduite en esclave sexuelle à 17 ans. Et d'autres plaintes civiles suivent. D'autres victimes brisent le silence. En 2019, Epstein est enfin arrêté à New York pour trafic sexuel de mineurs. Il risque alors jusqu'à 45 ans de prison. Mais son procès, lui, n'aura jamais lieu. Et pour cause, le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Suicide officiel, mais conditions plus que suspectes. Caméra en panne, gardien absent et anomalies successives. Autant d'éléments qui vont déchaîner les passions et alimenter les théories du complot. Vous savez désormais comment Jeffrey Epstein a gravi les échelons. Cela étant, une question subsiste. Combien a-t-il réellement gagné et comment a-t-il usé de sa fortune ? Pour comprendre l'ampleur de son empire, il faut se pencher sur les révélations les plus récentes de la justice américaine. 2 jours avant sa mort, le 8 août 2019, Epstein met ses affaires en ordre. Sa fortune est en effet transférée dans un trust, c'est-à-dire une structure juridique où une personne confie ses biens à quelqu'un d'autre pour qu'il les gère à sa place, souvent pour transmettre sa fortune après sa mort. Dans ce trust, la justice découvre alors que sa fortune, officiellement déclarée, est de 577 millions de dollars. Une fortune colossale, mais très loin des milliards qu'on attribuait à Jeffrey Epstein depuis des années. Mais alors, d'où vient cette différence ? En réalité, Epstein entretenait l'image d'un milliardaire. Mais une grande partie de sa richesse provenait de fonds qu'il contrôlait sans en être réellement propriétaire, notamment ceux du milliardaire Les Wexner. Ajoutez à cela ces dizaines de sociétés offshore et ces montages opaques, impossible de savoir ce qu'il possédait vraiment. Et c'est là tout le paradoxe financier d'Epstein. Sur le papier, il n'était pas milliardaire. Mais dans les faits, il vivait comme s'il contrôlait des milliards. Ce trust, ce sont 2 fidèles exécutants, son avocat Darren Indyke et son comptable Richard Kahn, qui sont nommés pour le gérer. Pendant plus de 6 ans, l'identité des bénéficiaires reste secrète,
jusqu'à la divulgation fin 2025 et début 2026 de plus de 3 millions de documents par le département de la justice. Le Trust révèle qu'Epstein avait prévu de léguer la part la plus importante de son patrimoine à sa dernière compagne connue, une certaine Karina Choliak, une Biélorusse avec laquelle Epstein semblait s'être fiancé. Cette jeune femme devait ainsi recevoir 100 millions de dollars ainsi que ses principales propriétés. L'île de Little St. James, l'île voisine de Great St. James, son ranch au Nouveau-Mexique, sa maison de Palm Beach, son hôtel particulier de Manhattan et même un appartement avenue Foch à Paris. L'avocat historique d'Epstein, Darren Indyke, devait recevoir 50 millions de dollars, tandis que son comptable Richard Kahn hériterait quant à lui de 25 millions. Il faut dire que les deux hommes ont géré les multiples sociétés écrans et fonds d'Epstein et ont supervisé un premier fonds de compensation de 121 millions de dollars versé à environ 150 victimes. Ghislaine Maxwell, complice clé d'Epstein et condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs, figurait également sur la liste pour 10 millions de dollars. D'autres bénéficiaires incluent son frère, Mark Epstein, et plusieurs de ses employés fidèles. Si de nombreux autres noms ont été caviardés par la justice américaine, il est probable qu'il s'agisse de membres de sa garde rapprochée, femmes et hommes ayant participé à son réseau. Et en France, l'affaire fait aussi des remous. La fille de Jack Lang, Caroline Lang, devait recevoir 5 millions de dollars selon les documents déclassifiés, notamment pour des investissements et sociétés offshore cofondées avec Epstein. Bref, Epstein n'a pas seulement amassé une immense richesse, il l'a organisée pour récompenser sa compagne, ses collaborateurs et ses complices, consolidant ainsi son influence même après sa mort. Aujourd'hui, la succession est gelée en attente de l'indemnisation de plusieurs centaines de victimes, ce qui illustre combien la fortune et le pouvoir d'Epstein étaient étroitement liés à ses crimes. Vous l'aurez compris, Jeffrey Epstein n'était pas un simple financier, ni un simple escroc. Il était un prédateur sexuel dangereux, un maître manipulateur capable de transformer chaque relation, chaque erreur et chaque confiance en un levier pour s'enrichir et étendre son pouvoir. Sa fortune, ses contacts avec la haute société et ses crimes restent intimement liés, révélant un système pernicieux où charisme, intimidation et impunité pouvaient masquer les pires atrocités pendant des décennies. Toute cette histoire soulève une question cruciale. Comment une société peut-elle protéger les plus vulnérables quand le pouvoir et l'argent peuvent servir à exploiter et à dissimuler les crimes? Donnez-nous votre avis en commentaire et si cette plongée dans l'affaire Epstein vous a intéressé et que vous voulez comprendre les coulisses du pouvoir, de la finance et de la justice, abonnez-vous au Revenu pour ne rien manquer de nos enquêtes et de nos analyses.